Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Je suis en compagnie de Clarisse, qui est praticienne Ayurveda. Je crois qu'il fait aussi de l'astrologie védique. Elle va nous confirmer tout ça. Et on va explorer notamment son voyage en Inde, qu'elle a fait il y a quelques années, il me semble. Voilà. Mais je suis avec vous pour découvrir un peu son parcours, son rapport au lieu, son expérience en Inde. Et donc voilà, merci Clarisse d'être là avec nous. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'avoir répondu présente pour ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Oui, mais, merci Elodie pour la proposition et je suis ravie de partager mon expérience et mon voyage en Inde donc que j'ai fait l'année dernière, donc entre novembre et décembre 2023. Et pour l'information, on va dire que c'est la première fois que je vais parler de mon voyage. Donc j'en ai pas beaucoup parlé jusque-là, même à mes proches. Et quand tu m'as proposé de parler de ce voyage-là, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Maintenant, je je pense que je suis prête à en parler. Trop chouette. Bah, ça me touche d'autant plus, du coup, si c'est une première. Et merci beaucoup vraiment pour être là. Et moi, je suis fascinée par l'Inde. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue, ton retour d'expérience. Euh, Parce que c'est un pays qui m'appelle et du coup, je trouvais ça trop génial de pouvoir en parler et que ça fasse l'objet d'un épisode parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se sentent appelées par l'Inde aussi. Du coup, est-ce que tu pourrais te représenter un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu fais professionnellement ou voilà, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites aussi, c'est OK. Ouais, ça marche. Alors, je suis Clarisse, praticienne en Ayurveda, en Jyotish, qui est l'astrologie védique. Et j'ai aussi d'autres cordes à mon arc. Mais si je continue à en parler, ça pourrait durer longtemps. Donc, je vais m'arrêter là. Vu qu'en plus, on va parler de l'Inde, je pense que voilà, c'est suffisant pour aujourd'hui. Super. Je vis actuellement en France et en région parisienne, à Marne-la-Vallée. J'en profite pour te poser une question. On voit derrière, tu as un décor avec enfin, des affiches sur le corps humain. Je pense des affiches en lien avec peut-être soit l'astrologie védique, soit l'Ayurveda. Du coup, c'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps. Est-ce que tu pratiques en cabinet, à distance? Comment ça se passe pour toi, juste pour donner l'information? Oui, bien sûr. Alors, pour faire un petit historique, j'ai découvert l'Ayurveda en 2018 quand je suis allée voir une médecin indienne sur Paris pour une consultation en Ayurveda. Et j'ai été tellement fascinée que j'ai décidé de me former à l'Ayurveda. Alors, à la base, je voulais juste faire un stage d'une semaine pour comprendre l'Ayurveda. Et il s'est passé quelque chose que je ne peux pas l'expliquer. Au lieu de m'inscrire pour un stage d'une semaine, je me suis inscrite pour une formation de 3 ans. Ah ouais. Donc, entre 2019 et 2022, je me suis formée à l'Ayurveda. Et là, depuis 2023, j'ai enchaîné sur l'astrologie védique, donc le Jyotish, comme je disais tout à l'heure. Et derrière moi, c'est ma salle de pratique où je reçois pour les consultations d'Ayurveda et pour les massages. Wow. Je peux faire également en fait des consultations en distanciel, en visio, comme on a eu l'occasion de le faire ensemble. Alors, on va dire qu'il y a deux pratiques. Pour les puristes, faire des visios pour des consultations en Ayurveda, ce n'est pas recommandé. Euh, c'est un peu comme ça que je l'ai appris. Après, quand ce n'est pas possible, comme nous, où en ce moment on vit pas du tout dans le même pays, je fais aussi des consultations en distanciel. Ça marche aussi bien. Les énergies sont très différentes et je pars du principe aussi que tout est juste à ce moment-là. C'est vrai que du coup, je peux témoigner là-dessus. On a fait une consultation à distance et tu m'as donné enfin, beaucoup d'informations hyper précieuses que je continue à appliquer, tu vois, au quotidien. Et c'est chouette aussi d'avoir cette possibilité de pouvoir exercer à distance et que ce soit pas forcément une limite de devoir se déplacer à tel endroit, etc. Et je trouve que ça fait un peu partie de la magie de notre monde moderne. Je trouve ça chouette quand on peut l'utiliser, même si j'imagine que les anciens
doivent un petit peu retourner dans leur tombe parce que c'était des choses qui se faisaient probablement pas à l'époque, quoi. Mais en tout cas, moi, j'avais beaucoup apprécié l'expérience avec toi quand on avait fait ça à distance. Donc, vraiment trop bien. Merci pour cette introduction. Ça permet voilà, aux auditeurs aussi de savoir ce que tu fais et dans quelles conditions tu le fais. Du coup, vu qu'on est là pour parler de l'Inde, est-ce que l'Inde a un lien, quand tu es parti en Inde, est-ce que ça a un lien avec ta pratique, enfin ton apprentissage de l'Ayurveda, ta formation? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'était avant? Est-ce que tu peux nous essayer de nous rappeler un peu dans quelle phase chronologique ça s'est passé, tout ça? Ouais, ouais, complètement. Alors déjà, l'Inde, enfin ce pays en lui-même, c'était pas du tout un pays qui m'appelait de manière générale. J'ai fait quelques voyages ces 10 dernières années et l'Inde n'en faisait pas partie. Mais quand je me suis mise à l'Ayurveda, quand j'ai commencé à me former, en fait, dans mes premières semaines de formation, mon enseignant m'a parlé d'une pratique qui s'appelle le Panchakarma. C'est quelque chose qui est, c'est une thérapie de régénération qui, quand elle est bien faite, demande en fait un certain nombre de jours sur place pour le pratiquer. Notamment, en général, cette thérapie dure 21 jours. Ok. Aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de cures qui sont proposées en Inde, voire même en France, qui peuvent se faire sur 7 jours, 14 jours, voire même parfois ils proposent quelques week-ends. Donc vraiment très court. Mais comme mon enseignant, il m'a dit, si vous voulez faire un panchakarma, c'est le mieux, c'est 21 jours. Et en plus, il y a encore 21 jours après pour, euh, pour pouvoir garder les bienfaits de cette cure. Mm. Donc à ce moment-là, je pense qu'on était peut-être 2019 ou début 2020, je me suis dit, ok, bah en fait, moi j'ai envie de faire l'expérience du panchakarma. Mais dans ces cas-là, si je le fais, je vais le faire jusqu'au bout, je vais faire mes 21 jours et du coup un peu plus. Donc ça veut dire qu'il fallait que je compte à peu près au moins 2 mois sur place pour pouvoir en faire l'expérience. Ah oui. Ouais. Et ça, c'était en 2020. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais le faire. Mais par contre, je savais que je le ferais un jour. Et du coup, ça a coïncidé avec la période Covid où on a eu le confinement et il y avait plus d'avions et tout ça. Ou tu as réussi à le faire avant? Comment ça s'est passé? Alors, c'était vraiment juste dans la tête. En fait, j'ai une manière de fonctionner. Je suis un peu une sorte de petite tortue. Ça veut dire que quand je veux quelque chose, je ne l'ai pas forcément immédiatement, mais il y a des choses où je sais qu'en fait, je le ferai un jour. Hmm. Mais jamais le quand. Et un jour, et là, il me semble, c'était en 2020, ouais, en 2022. En fait, j'arrivais à la fin de ma formation. J'ai échangé en plus avec d'autres personnes de mon groupe de formation qui, elles aussi, voulaient faire l'expérience du Panchakarma. Et en fait, de fil en aiguille, on en a parlé. Et je me souviens que c'était le dernier jour de ma formation. En fait, toutes les trois, on s'est mis d'accord et on s'est dit, allez, on y va. Et, euh, et à ce moment-là, j'étais encore salariée. Donc là, la question se posait. Je me disais, OK, mais comment je vais faire pour prendre au moins 2 mois de congé alors que je suis encore salariée? Donc, du coup, tu es parti avec deux autres personnes, c'est ça? Ouais, Et, c'est ça. ok. Et vous êtes partis comme ça, et il n'y a personne qui connaissait l'Inde. Vous êtes partis, voilà, en toute expérience de personnes nouvelles qui visitent l'Inde, quoi. Bah alors, pas tout à fait. Mais D'accord. ça, c'est parce que c'est un peu mon côté anticipation. Alors, c'est pareil au niveau des cures ayurvédiques, donc des panchakarma, c'est la même chose. Il y a un peu de tout. On va dire qu'il y a un peu à boire et à manger. Et après, pour choisir le centre où tu as envie d'être accueilli, ça demande un petit peu de recherche. Hmm. Donc, et puis là, il y avait aussi une organisation, puisqu'on était trois à partir, on avait toutes des contraintes. Donc, déjà, le premier point, ça a été de se mettre d'accord sur la date, de quand est-ce qu'on voulait partir.
Donc, on a commencé à en parler voilà, autour de l'été 2022. Et en fait, on s'est décidé qu'on allait partir en fin 2023. Donc, ça nous laissait en fait plus d'un an pour pouvoir organiser notre voyage. Et moi, notamment, ça me demandait aussi de la réflexion pour me dire, OK, c'est peut-être le moment pour moi de quitter mon travail et de pouvoir faire autre chose par la suite. Donc là, il n'y avait pas que le voyage, en fait. C'était un peu toute ma vie allait changer et le voyage était un petit peu le point d'entrée de tout ça. Hmm, intéressant. C'était finalement l'expérience qui t'a permis de te décider et de d'oser en fait passer le cap et franchir le cap de quitter le salariat pour te lancer dans l'activité que tu voulais vraiment faire, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un peu, des fois, je me dis, c'est un peu la petite excuse que je me suis donnée ou le coup de boost, j'avais besoin de quelque chose en fait pour justement passer à l'étape suivante. Et en fait, le voyage m'a donné cet objectif-là de me dire que là, si je voulais avancer, si je voulais y aller, il fallait que je prenne des décisions. Trop Et bien. peut-être que je l'aurais pas pris. Si j'avais pas prévu ce voyage-là, je serais peut-être encore dans le salariat. Mm. Bah bravo, parce que ce passage-là, il n'est pas forcément facile à... Cette étape, elle n'est pas forcément facile à franchir. Donc du coup, comment ça s'est passé? Vous êtes allé dans quel endroit de l'Inde? Est-ce que vous avez fait un circuit? Est-ce que vous êtes resté à un seul endroit? Est-ce que tu peux essayer aussi de parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à connaître l'Inde dans sa géographie. Donc est-ce que tu peux nous dire dans quelle partie de l'Inde tu es allé qu'on essaye de visualiser? Oui, alors, donc l'Inde, effectivement, c'est très grand. C'est un peu comme si, parce que j'ai beaucoup discuté avec les Indiens là-bas, et en fait, on en a convenu que c'est un peu comme si on prend la France, c'est comme si c'était un État en Inde. Et l'Europe, c'est l'Inde. Hmm. Puisque là-bas, il me semble qu'il y a à peu près, je crois, 28 langues parlées différentes. Donc, c'est un peu comme nous, en fait, quand on va en Allemagne, voilà, ils parlent allemand. Quand on va en Espagne, c'est l'espagnol. Là-bas, c'est la même chose. Et pour savoir donc où aller, alors là, c'est pareil, c'est où choisir. Euh, En réalité, ça a été relativement simple, puisque donc l'État du Kerala, dans lequel je suis allée, c'est là, en fait, c'est le berceau de l'Ayurveda. D'accord. Donc, si vous avez envie un jour de faire l'expérience de l'Ayurveda ou du Panchakarma, dans ces cas-là, le Kerala, c'est un des meilleurs endroits pour ça. Il se situe où? C'est plutôt au sud, plutôt au nord? Je n'arrive pas trop à situer. C'est le sud, au sud et à l'ouest. D'accord, ok. C'est tout en longueur, on va dire. L'État est un peu, ouais, est tout en longueur. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion, du coup, tu es resté vraiment dans cette zone-là, du Kerala, pendant du coup 2 mois, ou est-ce que tu es parti ailleurs pour visiter ou pour faire d'autres expériences? Alors oui, je suis allée dans un autre État qui est juste au-dessus, donc j'étais dans la ville de Pune, qui est pas très loin de Bombay. Je pense que cette ville-là est peut-être un peu plus connue. Là, j'y suis restée 2 semaines puisque j'ai fait une formation en marmathérapie. Donc j'ai poursuivi, je me suis dit tant qu'à faire. En étant en Inde, pourquoi pas faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, j'ai continué à me former, puisque j'avais déjà été formée en marmathérapie en France. Et là, j'ai poursuivi mes études pendant 2 semaines auprès d'un couple de médecins ayurvédiques voilà, qui m'ont transmis leurs connaissances sur la marmathérapie. Hmm, super intéressant. Est-ce que étant donné que c'est un podcast où on fait beaucoup le lien entre l'énergie des lieux, nos expériences de vie, comment ça peut nous transformer, comment ça peut nous faire ressentir des choses différentes, comment nous, on peut changer ou voilà, parfois les lieux changent notre perception du monde ou voilà, vient marquer un moment de notre vie. Est-ce que toi, tu as ressenti que l'Inde, euh,
Est-ce que tu t'as senti qu'il y avait un avant et un après, après avoir été en Inde? Est-ce que finalement, voilà, je ne veux pas trop poser de questions, je te laisse répondre déjà à ça. Ouais, alors, ouais, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme ce que je le disais au début, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'avais du mal à mettre des mots sur le voyage, l'expérience. Et je pense que même aujourd'hui, une des premières choses que je pourrais dire, c'est vous aurez beau écouter tous les podcasts du monde, lire des livres, quoi que ce soit, le mieux c'est d'aller expérimenter. Bon, de toute façon, je le dis tout le temps, même dans mes consultations en Ayurveda, c'est tester les choses pour savoir ce qui est bon pour vous. Parce que finalement, mon expérience va être très différente de celle de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, pour moi, comment ça s'est passé, ça a été très transformateur. Mais après, il y a aussi plusieurs raisons. C'est que j'étais dans cette phase où j'ai quitté mon travail. Ça faisait 10 ans que je travaillais dans la même société. Là, j'ai été propulsée dans un autre pays. J'ai fait ma cure de Panchakarma qui a duré même 24 jours, donc un peu plus longtemps. Et ensuite, j'ai pris un temps de repos, puisque ça, c'est ce qui est recommandé. Alors, pour nous, les Occidentaux, ça peut être quelque chose d'assez difficile, puisque là, les 3 premières semaines, on me demandait en fait de ne faire strictement rien. Ouais. Donc, j'avais mes séances de cure tous les jours, mais donc là, il y avait quand même un peu de mouvement. Mais après, les 3 semaines qui ont suivi, j'étais censée en fait me reposer encore pendant 3 semaines. Donc là, j'ai énormément appris sur ne rien faire. Et ça a été très challengeant. Et j'irais pas dire que je l'ai fait à 100%, puisque quand j'étais là-bas, j'avais mon ordinateur, mon téléphone, Internet. Donc, je restais quand même très active mentalement. Mais par contre, physiquement, j'étais beaucoup au ralenti. Mm. Et du coup, ça a été, comment tu l'as vécu le fait de rien faire du tout? Est-ce que, parce que je ne sais pas quel est ton tempérament, mais moi je sais que par exemple, j'ai énormément de mal à rien faire. C'est hyper dur pour moi. Alors dans mon quotidien, je vais rythmer ma journée un peu de façon tranquille, mais j'ai toujours besoin d'avoir, j'ai toujours quelque chose à faire, soit pour la vie perso ou pour la vie pro. Et d'accepter de ne rien faire, je pense que même en vacances, c'est difficile pour moi. Est-ce que toi, t'as eu une forme de résistance par rapport à ça? Comment tu l'as vécu? En fait, je m'étais pas vraiment préparée à ça. Au fond, moi, je le savais, parce que j'en avais entendu parler. Et le centre où j'ai fait ma cure ayurvédique, on va dire que j'ai pas choisi la plus facile. Donc ça peut être un autre sujet auquel on pourra échanger là-dessus. Mais du coup, j'étais vraiment dans un centre qui était c'était assez très rustique. Donc là, j'étais vraiment D'ailleurs, il n'y avait que des Indiens. Sur les 24 jours où j'étais là-bas, donc il y avait mes deux amis et moi, et j'ai croisé une Américaine et un Australien. Tout le reste, c'était des Indiens. Mm. Donc, en fait, je savais que ça allait être challengeant, mais par contre, je m'étais pas projetée plus loin là-dessus. Et en fait, en arrivant dans le centre, je me suis installée. Et la première chose que j'avais eu envie de faire, c'est d'aller explorer les environs. Ok. Donc j'ai mis mes chaussures, j'ai pris mon sac, et puis je vais dans l'entrée avec mes copines, toutes contentes. On se dit on va faire une petite balade d'1 heure. Et là, donc les médecins, parce que c'est le panchakarma, c'est une thérapie, les médecins ils viennent nous voir et ils nous disent ben, qu'est-ce que vous faites? Nous, de manière très innocente, on dit bah, on va faire un tour. Et là, ils nous ont dit ah non, non, ça marche pas comme ça, vous sortez pas. Ah ouais. Et là, ouais, voilà, c'était un peu, je suis restée comme ça en me disant, ah non, mais en fait, ça va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir rester dans le centre pendant 3 semaines, quoi.
Mais en fait, j'étais là. Donc là, c'est un petit peu être au pied du mur. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte la situation ou alors dans ces cas-là, bah, je prends mes affaires et je m'en vais. Mais tout ce que j'avais pu, bah, l'organisation que j'avais fait pour pouvoir en arriver là, c'était dommage. Et j'étais là pour en faire l'expérience. Donc après, il y a deux choses à faire. C'est soit, comme tu dis, résister, soit accepter. Ouais, Donc j'ai pris la deuxième option, j'ai ok. accepté. Mais pour autant, ça n'a pas été quelque chose de facile. Ce qui veut dire que c'était... et je peux même rajouter une petite chose parce qu'en fait, voilà, les centres sont différents les uns des autres. Et celui dans lequel j'étais, je mangeais toute seule dans ma chambre. Ah, t'es Donc coupée j'ai de... vraiment passé... J'ai été coupée un peu du monde. Donc j'ai passé 3 semaines euh, dans ma chambre à voilà, recevoir mes repas 3 fois par jour et à aller faire mes soins. Ah ouais, Donc là, presque. j'étais vraiment dans cette phase d'introspection. C'était il y avait pas le retrait d'essence parce que voilà, j'avais mon ordinateur, donc je pouvais rester, je pouvais faire de nombreuses choses si j'en avais envie. Mais physiquement, j'étais j'étais à un seul et même endroit pendant 3 semaines. C'est fou ça. C'est fou parce que ça fait un peu comme si tu étais dans une chambre d'hôpital et tu pouvais pas trop en sortir pendant 3 semaines, quoi. Comme si tu étais un peu en convalescence. Ouais, ça me fait penser à ça. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Et bon, je pensais pas aller sur ce sujet-là, mais effectivement, le panchakarma, c'est important de se poser la question de qu'est-ce que l'on veut vraiment Mm, et où on veut aller. mm. Et en fait, moi, en conscience, même si je savais pas vraiment où j'allais, j'ai choisi d'aller dans un centre qui est en fait un hôpital et qui, en fait, a les mêmes règles qu'en France qu'un hôpital. Ah Mais ouais, j'en avais pas conscience à ce moment-là. Je le savais, je le savais, mais je pense que j'étais un peu dans le déni. Et c'est que quand j'y étais, que je me suis retrouvée un peu devant le fait accompli. Que là, c'était pas une cure. Si tu veux, en fait, là, pour parler juste rapidement du panchakarma, on peut le faire de différentes manières. Et justement, durant mon voyage, j'ai pu visiter d'autres centres ayurvédiques. Parce que le but aussi de cette expérience-là, c'était déjà, moi, de le faire l'expérience pour moi. Parce que je fais d'abord les choses pour moi et ensuite, ça me permet de pouvoir le partager aux autres. Mais aussi voilà, de voir comment ça se passait et de pouvoir en fait après partager mon expérience et aussi dire si par exemple j'ai une cliente qui veut faire un jour un panchakarma, de pouvoir l'aider à la rediriger dans des centres qui pourraient peut-être être plus adaptés. mm. D'accord. Donc, il existe en fait des endroits, dont un que j'ai pu visiter qui est assez connu et qui est en fait très centré sur les Occidentaux, où là, on est plus dans un hôtel. Il y a un côté très cocooning, on a vu sur la mer, on se fait chouchouter, voilà, c'est ça, c'est un peu le mot chouchouter tous les jours. Et puis on passe un bon moment. Alors moi, j'ai choisi d'aller dans un centre qui est, voilà, plutôt un hôpital où toutes les 10 minutes, il y a un médecin qui frappe à ma porte. Donc je ne suis pas tranquille et je dois rester au même endroit, voilà, bah, comme dans un hôpital en fait. C'est dingue. En fait, mais tu vois, c'est trop bien qu'on parle de ça parce que j'étais persuadée que tu étais dans une petite paillote, là, dans une petite cabane face à la mer, entourée de, je sais pas quelle est la végétation là-bas, mais dans un cadre un peu, pas paradisiaque, mais très nature, où tu vas faire un petit peu, ouais, tu vas marcher de temps en temps, tu vas te baigner. Ensuite, le moment de ta cure, tu vas faire ta cure, je sais pas, mais du coup, oui, je le voyais plus comme un resort entre guillemets, c'est pas vraiment le bon mot, mais oui, comme une ambiance plutôt hôtel et cocooning quoi. Et là, les premières heures, en tout cas, bon, je sais pas, parce que tu avais
conscience sans avoir conscience de là où tu es allé, mais ça n'a pas dû être facile, quoi. En plus, t'étais pas là juste pour un week-end, tu étais là pour 3 semaines. Ah ouais, c'est incroyable. Comment tu t'es Oui, sentie à la fin? Pardon, vas-y. oui, oui. Non, bah, je pourrais enchaîner avec cette question-là, mais la force, enfin, ce qui m'a beaucoup aidée Ouais, aussi, c'est que en fait, je n'étais pas seule mm, et on était trois. ouais, Et ça a été ça a été une grande force pour moi parce qu'on était chacune donc réparties dans des chambres différentes. Et j'allais dire heureusement qu'on avait le Wi-Fi. Du coup, plusieurs fois par jour, en fait, on se laissait des messages vocaux quand on en avait envie, quand on en avait besoin. On pouvait échanger les unes avec les autres. ah ouais, Et ça, c'est ce qui m'a aidée. Après, si j'aurais voulu le faire on va dire dans la pure tradition, dans ces cas-là, c'était j'éteins tous les écrans et je reste en introspection durant ces 3 semaines. ok. Mais pour moi, c'était ma limite. Ça veut dire que j'étais pas prête à faire ça. L'environnement c'était déjà beaucoup pour moi. Et le fait d'avoir eu ces deux personnes-là qui étaient là avec moi, oui, je pense que c'est ce qui m'a aidée à tenir sur les 3 semaines. Ouais, je Mais comprends. j'avoue que j'étais bien contente de sortir après ces donc 24 jours et de me dire que j'allais pouvoir découvrir un petit peu l'Inde. Mm. Je comprends. Est-ce que, avant de parler de peut-être de ce qui s'est passé après cette cure-là, euh, est-ce que, tu sais, quand on va dans les hôpitaux français, c'est très austère, il y a une odeur particulière, souvent les gens ils se sentent mal. Et puis, bah, pour parler un peu d'énergie des lieux, très rapidement, c'est vrai que, vu que je suis géobiologue et que du coup je travaille sur les lieux, euh, enfin, ça fait tout son sens. Tout le mal-être qu'on peut ressentir dans un hôpital, souvent ça a du sens parce qu'en fait, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui vivent des deuils ou qui vivent une certaine forme de souffrance. Et en fait, bah, l'énergie des personnes en fait, reste incrustée dans les murs. Donc, euh, ça peut souvent, en tout cas, justifier ou expliquer pourquoi on se sent pas très bien dans les hôpitaux, parce que c'est hyper, hyper, hyper chargé. Les hôpitaux sont vraiment des lieux très, très chargés, dans lesquels on n'a pas envie de rester en général. Est-ce que toi, euh, ce que tu disais que ça ressemblait un peu comme un hôpital français finalement, est-ce que tu as senti cette même énergie hyper pesante pendant ta cure? Ou est-ce que, même si peut-être le bâtiment était austère, est-ce que finalement il y avait quelque chose de léger? Est-ce que tu te souviens du ressenti que tu as eu? C'est très différent. Ok. C'est très différent des hôpitaux français. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'emploie pas le terme hôpital là-bas. Je préfère dire centre ayurvédique, puisque je trouve que c'est un mot qui est plus doux que le mot hôpital. Et d'autant plus que, en fait, l'approche est très différente. Ils travaillent pas du tout de la même manière. Ok. Alors, je parle vraiment des centres ayurvédiques, puisque en Inde, il y a les deux. Il y a le côté allopathique, ce que l'on a en fait comme en France, et ayurvédique. D'ailleurs, un médecin, quand il fait ses études, en fait, il choisit soit la branche moderne, soit la branche plutôt ancestrale. Ok. Et le lieu en lui-même, moi, je ne l'ai pas trouvé pesant. Et donc, il y a plusieurs raisons et ça peut rejoindre du coup ce dont tu pratiques en fait en géobiologie. En fait, donc ce que j'appelle les sciences védiques. Donc, les sciences védiques va inclure de nombreuses choses, notamment le yoga fait partie des sciences védiques, l'Ayurveda fait partie des sciences védiques, le Jyotish, qui est l'astrologie védique, en fait partie. Et on a également une autre branche qui s'appelle le Vastu, Mm. qui est en fait la science de l'habitat, donc qui est, on va dire, j'appelle ça le Feng Shui indien, parce que c'est plus connu. Et en fait, le bâtiment, il est orienté selon le Vastu. Donc déjà, quand il a été construit, il a émis une énergie particulière. Ok.
Et après, il y a aussi, durant les 3 semaines que j'ai passées là-bas, il y avait beaucoup de rituels qui étaient faits. Dans le sens où, alors ils disaient que c'était pour les moustiques, mais je trouvais que ça allait beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est pareil, en fait, les Indiens, ils ne nous disent pas tout. Euh, pour plusieurs raisons, et il y en a une d'elles, c'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir. C'est comme ça. Et D'accord. en fait, tous les jours, il y a quelqu'un qui passait pour mettre de l'encens, en fait. Il passait de l'encens dans tout le bâtiment et dans toutes les chambres. D'accord. Donc après, chez nous, on pourrait pas parce qu'avec les détecteurs de fumée, ça marcherait pas parce que vraiment la chambre a été complètement mais enfumée. Donc il disait que c'était pour les moustiques, mais moi je le voyais vraiment comme un voilà, on purifie l'espace. Et ça, c'était vraiment tous les jours à heure fixe. Il y avait quelqu'un qui passait pour purifier l'atmosphère. C'est incroyable. Je ne connais pas l'utilisation de l'encens dans la culture védique, mais c'est sûr que nous, en tout cas en Occident, dans certaines pratiques énergétiques, permet de purifier les lieux et de venir un petit peu décoller, nettoyer certaines énergies dans les lieux. Donc, s'il l'utilise pareil, ouais, je pense que ton intuition est bonne. C'est super intéressant. Et là, pour rebondir à ce que tu disais par rapport au Vastu, donc, moi, je suis pas du tout spécialisée là-dedans je sais que c'est une science qui est très, très complexe, comme beaucoup d'art ou de sciences védiques. Il y a- c'est un domaine d'expertise qui est quand même très, très poussé. Mais je sais que tout est réfléchi vraiment en termes d'espace, de configuration, de géométrie, pour que le lieu soit sain et euh, qui soit, comment dire, qui aille dans le sens de la vitalité. Du coup, en fait, le bâtiment lui-même, s'il a été conçu avec des concepts vastou, enfin, je sais pas comment dire ça, en fait, du coup, il est C'est ça, thérapeutique en lui-même, quoi. tout à fait. Chose qu'on ne réfléchit pas du tout en Occident. En Occident, on est à des années-lumière de se dire que quand on va réfléchir, quand on va construire un bâtiment, nos bah alors que ce soit l'habitat, mais aussi des bâtiments thérapeutiques, de soins, de santé, comme les hôpitaux. Là, on est amené à rester longtemps pour guérir. À aucun moment, les architectes réfléchissent à comment. euh, mais c'est normal parce on a un système qui est très, très cartésien aussi. Mais c'est dommage, en fait. C'est dommage, mais en même temps, on ne peut pas changer. Enfin, peut-être qu'un jour, j'espère, il y a des architectes qui seront sensibilisés au feng shui, au vastu ou à d'autres pratiques de géométrie sacrée, voilà, de pratiques énergétiques qui iront vraiment penser l'implantation d'un bâtiment et sa géométrie, sa forme et sa répartition pour que ce soit thérapeutique. Parce que bon, il y a plein de cultures en fait qui utilisent ces principes-là pour soutenir en fait les êtres vivants et leur santé. Donc je me dis c'est quand même dommage qu'on n'ait pas ça dans notre culture. Peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, je trouve ça super et c'est ça qui est fascinant en Inde, c'est que toutes les sciences qui sont utilisées pour la santé, enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de hasard, tout, et puis tout fonctionne ensemble, quoi. Le yoga, l'ayurveda, le vastu, en fait, tout ça, enfin, il y a une logique, en fait, dans toutes ces sciences. C'est assez fascinant. Oui, rien ne va pas sans l'autre. Ouais, tout va ensemble. C'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui de. Alors, c'est le fait du hasard, mais j'ai commencé par l'Ayurveda et ça a été très fluide pour moi de m'orienter vers le Jyotish, puisqu'en fait, c'est ces deux sciences qui sont très liées. Et peut-être qu'un jour, j'irai au Vastu. Bon, chaque chose en son temps. C'est bien aussi de pouvoir prendre le temps pour chaque science et de les étudier et de les expérimenter. Mais ça donne en fait des clés hyper intéressantes et de voir que oui, c'est un tout en fait. Tout va ensemble. On ne peut pas les dissocier les uns des autres. Et je trouve que ça donne beaucoup de force à la culture védique, quoi.
parce que du coup, c'est un grand écosystème, tout est conçu ensemble et tout fonctionne ensemble et il y a une logique, il y a une cohérence. Chose que je trouve qu'en Occident, on a du mal et c'est pour ça que qu'on va chercher aussi dans différents systèmes de référence védiques, chinois, tout ça, parce qu'en fait, on n'a pas notre propre système. Donc du coup, on va piocher dans différentes pratiques. C'est ça qui, je pense, parfois aussi peut décrédibiliser certaines pratiques parce que du coup, elles font pas partie d'un système ancestral commun avec un fil conducteur commun, même si ça fonctionne quand même. Mais moi, je suis fascinée par toutes ces cultures qui ont réussi à conserver, à conserver leur héritage et qui continuent de l'appliquer dans la vie moderne, quoi. Bon, désolée, je dérive un peu, mais moi, ça me fascine. Je suis trop fascinée. Ah Euh, oui, non, mais complètement. Mais ça vient petit à petit en Occident. Alors, même si l'Ayurveda va dire que 8 fois sur 10, quand je dis le mot Ayurveda, on me demande ce que c'est. Ça n'empêche que ça commence à être de plus en plus connu sous différents aspects. C'est souvent le massage qui revient en premier lieu. Mais je vois quand même qu'il y a comme une ouverture d'esprit à vouloir comprendre et expérimenter d'autres pratiques que celles qu'on connaît en Occident. ouais, ouais, c'est chouette ça. C'est chouette comme Mais du coup, mentalisation. c'est ça intéressant de partir là-dessus parce que ça me permet de clarifier aussi par rapport au voyage en Inde. Et ce que moi j'ai pu vivre là en faisant donc un panchakarma, parce que et là je cite un peu les mots de mon enseignant et aussi de d'autres personnes en fait. J'ai échangé avec beaucoup de personnes quand j'ai démarré justement ma formation en Ayurveda, où on me posait une des premières questions, c'était est-ce que tu te formes en Inde? Est-ce que tu as déjà été en Inde? Et à l'époque, je disais bah non, je suis formée en France. Alors certes, en lien, donc mon enseignant est français, mais il a beaucoup travaillé avec l'Inde et son enseignement est lié à une université en Inde. Soit. Mais dans la tête de certaines personnes, si je n'avais pas fait ma formation en Inde, je manquais de légitimité. En tout cas, c'était pas dit clairement, mais c'est comme ça que je le percevais. Je manquais de légitimité pour pouvoir pratiquer la science ayurvédique. Donc, c'était aussi une motivation pour moi de vouloir aller en Inde. Ouais, Bien que mon enseignant, il me disait souvent, euh, en Inde, on enseigne l'Ayurveda pour des Indiens. En Occident, on enseigne l'Ayurveda pour les Occidentaux. Et justement, moi, j'en avais fait cette expérience-là en 2018 quand j'avais été voir un médecin, donc c'était une Vadia donc, indienne. Quand j'ai fait ma consultation, en fait, en réalité, j'en suis ressortie. J'étais un peu déboussolée parce que j'étais assez émerveillée sur sa pratique. Et en même temps, ça m'a pas plu dans le sens où le rendez-vous, il avait duré 15 minutes. J'avais presque pas parlé. Alors qu'en Occident, on aime bien voilà, échanger pendant un certain temps. On a l'impression de se faire écouter. Alors qu'en fait, là-bas, c'est la mode indienne en fait. Ils n'ont pas besoin de t'entendre parler pendant 2 heures pour savoir ce dont tu as besoin en fait. Voilà, ils fonctionnent différemment. Et en fait, j'avais eu ce côté un peu frustrant de me dire, je me suis pas sentie assez écoutée. Et c'était pour ça que je me suis après formée en Ayurveda. Mais du coup, je voudrais aussi un petit peu casser je vais dire ce mythe, mais ce côté, je veux aller en Inde, ou un peu comme les professeurs de yoga, enfin, le yoga, de se dire, je serai plus légitime si je vais faire une formation de yoga en Inde. Je mets un petit warning, attention, c'est que la manière dont c'est enseigné en Inde, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'ai complété une formation en Inde. Mais pour autant, est-ce que cette formation-là, en fait, va pouvoir être adaptée aux Occidentaux? Pas forcément. Et la cure ayurvédique, donc le panchakarma, c'est la même chose. Est-ce que c'est c'est important? Enfin, quel est
s'il y a quelqu'un qui a envie de faire ça un jour, c'est quelle est son intention? Pourquoi? Pourquoi le faire? Quelle est la vraie raison derrière? Si c'est juste pour dire je suis allée faire un panchakarma en Inde, je considère que c'est un peu trop léger. C'est Moi j'ai voulu y aller parce que j'avais quand même envie d'aller voir les énergies justement de l'Inde parce que j'avais beaucoup entendu que quand on va en Inde, c'est soit on l'aime soit on la déteste. Mm. Un peu ce côté c'est pas au milieu en fait, hein, c'est paradoxal. On l'adore ou on la déteste. Et moi, je me suis dit, déjà, j'ai envie de savoir, de comprendre. Est-ce qu'on ressent vraiment ce genre de choses? Et après, c'était, voilà, pour le panchakarma, moi, je voulais l'expérimenter pour moi pour pouvoir ensuite bah, le partager et parler de mon expérience du panchakarma en Inde. Merci pour ces éclairages et pour ces rappels parce que je pense qu'en effet, il y a plein de personnes, juste parce que ça fait bien de se dire qu'on a été formé en Inde et tout ça. Parfois, les motivations derrière, on ne sait pas pourquoi on le fait. Et je pense qu'il y a des personnes qui se forment en yoga, mais qui d'ailleurs vivent des expériences qui ne sont pas toujours très simples en Inde, parce qu'elle est enseignée pour les Indiens et pas pour les Occidentaux. Donc, c'est intéressant tout ce que tu dis et le pouvoir de l'intention aussi, de savoir pourquoi on fait les choses. Euh, c'est, Merci pour ce rappel. Et du coup, est-ce que l'Inde, tu le détestes ou est-ce que tu l'aimes? Comment tu te situes après ce voyage? Ah, je vais répondre la voie du milieu, Ah non, c'est les deux. ok. Voilà. Euh, Parce qu'en fait, tout n'est pas blanc et noir. Et c'est même pas gris non plus. En fait, c'est les autres couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un tout. Et je pense que ça peut dépendre aussi énormément de choses, de son énergie, de son état d'esprit, de l'intention aussi quand on va là-bas. Et moi, les 2 mois que j'ai vécu, déjà, j'y suis allée avec une intention aussi voilà, particulière. J'y allais pour faire cette cure ayurvédique. Donc j'ai eu mes 35 ans donc là-bas. Et en fait, c'était aussi un petit peu cette chose où j'ai fait. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ma vie, enfin combien de temps ma vie va durer, mais c'était comme si où je me disais, ok, là, je suis arrivée un peu peut-être à la moitié de ma vie et j'ai besoin aussi de faire un nettoyage parce que j'ai vécu voilà, de nombreuses choses. J'ai suivi un parcours très classique. Voilà, j'étais à l'école, j'ai fait des études, je suis rentrée en entreprise. Et là, euh, et là en fait, j'avais besoin de ce nettoyage-là pour pouvoir en fait démarrer autre chose. Donc pour moi, il y avait une symbolique qui était très importante. Et au niveau énergie, en fait, tu me poses la question là à 10 heures, je vais te répondre quelque chose, et à 16 heures, je vais te répondre autre chose. Hmm, C'était c'était très. Après, c'est mon fonctionnement. Ça veut dire que c'est vraiment propre à moi, mais en fait, je pouvais me sentir très bien à un moment donné et très mal à un autre moment. hmm. Et, et d'ailleurs, c'est pas quelque chose dont j'avais forcément envie d'en parler, mais en fait, à la base, j'avais prévu de rester 3 mois. Et finalement, j'ai raccourci mon voyage parce que c'était déjà beaucoup. J'avais prévu trop de choses et en fait, j'étais arrivée à un moment donné à une phase où c'était OK, en fait, là, c'est suffisant. J'ai, j'ai besoin de revenir à, à mes habitudes, à ce que je connais pour peut-être après y retourner plus tard. Hmm. Mais au départ, j'avais prévu de rester 3 mois et justement d'aller encore dans un autre état et de faire encore autre chose. Et en fait, j'ai dit non. Finalement, c'est aussi cet art-là. C'est ce qui m'a appris. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. C'était, j'avais décidé quelque chose et en fait, je me suis autorisée à me dire qu'en fait, ce que j'ai prévu, je peux le changer. Qui est pas facile.
Ça dépend des personnes, mais moi je sais que quand j'ai décidé quelque chose, je vais me sentir avec beaucoup de culpabilité, je vais prendre ça comme un mini échec si jamais je change mon plan en cours de route, quoi. Donc déjà, bravo d'avoir réussi à t'écouter là-dessus. C'est assez, euh, c'est assez fort. On va arriver au terme du coup de ce podcast pour pas que ça dure trop longtemps. Si tu avais une grande leçon euh, que l'Inde t'a apprise et que tu aimerais transmettre aux auditeurs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Oui, oui, alors déjà, c'est l'ouverture d'esprit. Déjà, c'est de se dire que nous sommes différents, nous venons de cultures différentes et qu'il est important d'accepter justement la manière d'être et de penser. Et en plus, ça apporte aussi de nombreux enseignements. Ensuite, c'est d'y aller sans aucune attente. Alors, on peut en avoir un petit peu parce que je pense que c'est... Enfin, je dis ça, je parle pour moi, mais de pas en avoir du tout, je sais pas si j'y arriverai un jour, mais c'est quand même de se dire que, voilà, ne pas avoir d'attente particulière pour ce voyage-là, mais quand même se poser la question, pourquoi j'ai envie d'y aller? Donc, en même temps, pas d'attente et en même temps, quand même, essayer d'aller voir. Et je dis pas de rester dans la couche superficielle, mais c'est vraiment au fond de soi. Se dire, OK, qu'est-ce que je vais y chercher? Merci. En acceptant que ce Mm, que l'Inde est capable de nous donner. mm. Alors, je peux peut-être terminer là-dessus. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, quelqu'un me disait que plus ton cœur est ouvert, plus l'Inde, en fait, va te le rendre, en fait, à la hauteur de ce que toi, tu es prêt à lui donner, en fait. Donc, c'est un petit peu ce côté de donner et recevoir. Il y a un échange. Mm. Par contre, si tu vas avec le cœur un peu plus fermé, le voyage, il peut être un peu plus difficile. Après, je pense que c'est pas blanc ou noir. Euh, c'est pas parce que le cœur est fermé que ça peut être très compliqué. Mais il y a quand même cet aspect-là. C'est pour ça de avoir une intention sans trop en avoir et garder à l'esprit que on est tous différents et d'accepter la culture aussi de chacun. Bah, merci beaucoup. C'est riche d'enseignements. Je découvre des choses sur l'Inde que enfin, je m'attendais pas à tout ça et c'était vraiment génial. Merci de nous avoir partagé ton vécu. Vraiment, là, on sent l'authenticité du truc, quoi. C'est pas commun aussi de vivre ce que tu as vécu. Et bah, merci beaucoup pour oser et donner la possibilité à d'autres personnes d'écouter ton témoignage, même si j'ai bien compris que tu conseilles quand même à chacun de pas forcément avoir trop d'attentes et de pas, enfin, on aura beau écouter tous les podcasts qu'on voudra, en fait, l'expérience, elle sera déjà, elle sera très différente en fonction, bah, voilà, des individus. Et en même temps, on ne peut pas forcément anticiper et s'attendre à vivre certaines choses parce que, voilà, je pense que c'est un pays plein de surprises et qui est tellement sûrement à l'opposé aussi de notre propre culture occidentale ou en tout cas très différente, que du coup, c'est difficile de s'imaginer ce qu'on peut vivre et ce qu'on peut ressentir. Oui, complètement. Ouais. Bon, pour terminer, comment on peut te retrouver, du coup, pour les personnes qui seraient intéressées par tes prestations, par tes consultations? Oui, alors j'allais dire c'est relativement simple. Vous pouvez taper sur Internet Clarisse Guigou. Donc mon nom de famille c'est Guigon. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn principalement. Alors je mets quand même une petite parenthèse. C'est important de vivre. Donc, je partage en ce moment assez peu sur les réseaux sociaux, puisque pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe à l'extérieur et pas derrière un téléphone. Mais ça n'empêche que je suis présente aussi, de temps en temps. Et également, j'ai un site internet qui est clarissguigoun.com. Super. De toute façon, je remettrai tous les liens pour aller soit sur ton Instagram, soit sur ton site internet. Je mettrai ça dans la description.
sur YouTube et sur les plateformes d'écoute aussi, en description du podcast. Merci, un immense merci Clarisse pour ta présence et pour tous tes partages vraiment. Euh, et je te souhaite, je te dis à très bientôt parce qu'on aime bien échanger ensemble. Donc j'espère à très bientôt et merci encore pour tout. Merci à toi.